Je crois qu'il n'est pas très utile de présenter Anne-Sophie Lapointe, voilà, qui est à la DGOS et qui est responsable de tout le programme Maladies rares et qui n'a pas eu contact avec Anne-Sophie. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, elle est toujours très ouverte sur nos questionnements, sur toutes les aides qu'elle peut apporter. Et c'est vraiment un soutien majeur pour le développement de nos programmes maladies respiratoires rares. Donc, merci déjà, Anne-Sophie. Et alors, on va t'entendre avec grand plaisir sur le contour du 4e plan maladies rares. On en attend beaucoup. Alors, je n'ai pas non plus une boule de cristal, donc je ne peux pas pouvoir sans doute répondre à toutes vos questions. Et comme on est dans une phase de construction, évidemment, si la filière Respifil, et j'ai déjà fait un appel aux autres filières, veut me faire remonter des sujets d'intérêt, là j'ai vu, moi, repérer quand même ces fameuses IPA, on a parlé de téléconsultation, c'est quand même des champs qu'on aimerait embarquer dans le 4e plan maladies rares, mais je dévoilerai un petit peu plus ce qu'il en est. Donc, vous connaissez ces réseaux, ces centres de référence maladies rares, le premier plan maladies rares en 2004, et donc j'ai mis à jour nos chiffres avec cette nouvelle labellisation, et donc nous allons avoir plus 28% de centres financés, coordonnateurs et constitutifs. Alors on a, je vous expliquerai un peu le timing, mais on peut en parler ouvertement parce qu'on a une validation du cabinet qui est là depuis le mois de mai, donc on n'a pas de souci. Vous pouvez vous assurer que la communication est bonne et toutes les infos que la filière et merci Céline vous redescend est tout à fait juste et vous pouvez vous asseoir, vous emparer, je dirais, du sujet. Et j'expliquerai pourquoi on a besoin de faire un dernier comité pour valider les derniers centres avant l'arrêté de labellisation. Donc 23 filières, 603 centres, des centres de compétences où certains, alors là pour le coup on en a un tout petit peu moins parce que on a eu vraiment une dynamique très positive avec beaucoup de centres de compétences qui sont passés constitutifs et 24 réseaux européens. Donc le 3e plan maladies rares, pour parler du 4e plan, il fallait quand même parler de d'où on part. Donc là, sans remonter à 2004, on va remonter à 2018, le lancement du 3e plan maladies rares. Donc simplement pour que vous ayez en tête, on est sur 11 axes. Et j'avoue, dans ce rapport d'activité, j'ai mis le rapport d'activité qu'on trouve sur le site du ministère des filières. Il faut savoir que nous avons énormément d'actions et on le voit cet après-midi dans votre programme. Nous avons beaucoup d'actions qui reposent sur les filières de santé maladies rares. Et donc, on est en train de mettre en place toute l'organisation de la construction du 4e plan maladies rares. Il nous a été remonté par les filières leur volonté de s'impliquer dans cette construction du 4e plan maladies rares. Et ce que j'ai pu transmettre aux 2 personnes qualifiées et à leurs référentes qu'elles vont désigner, c'est que systématiquement, dans chaque groupe de travail, il faudra penser à impliquer directement les filières de santé maladies rares, de la même manière qu'on implique depuis le début du premier plan maladies rares aussi dans notre groupe de travail des associations de patients, parce qu'elles sont importantes et toutes nos actions financées par appel à projet qu'on a eu pour l'éducation thérapeutique du patient, qu'on a eu pour les PNDS, les plateformes d'expertise maladies rares, à chaque fois, nous avions dans nos groupes de travail pour construire l'appel à projet des associations de patients en tandem, je dirais, avec les centres de référence. Et c'est très important pour nous de les avoir. Elles font aussi partie, nous, de notre gouvernance. De la même manière que vous l'avez dans la gouvernance de la filière, on a aussi des associations de patients qui font partie de notre comité opérationnel, de notre comité stratégique, du COPIL des filières. Donc c'est également tous ensemble qu'on avance pour pouvoir piloter ces actions. Donc voilà un peu le paysage. Donc j'ai eu envie, on m'a même passé une commande sur le 4e plan maladies rares. Alors c'est difficile de détailler tout ce qu'il va y avoir dedans vu qu'il est en construction. Déjà, ce qui est acté, et ça a été acté au niveau cabinet ministre, c'est pas nous, Mission maladies rares, qui disons ça y est, on fait un 4e plan. Ce qui a été acté, c'est qu'il y aurait un 4e plan maladies rares. Donc ça, c'est quand même déjà une très bonne chose. C'est pas du tout dans une hypothèse, c'est une certitude. Maintenant, ce qu'on va mettre dedans, on ne sait pas encore. En revanche, il y a quand même une constante. On va s'attacher à avoir
une réflexion qui va partir du 3e plan maladie rare. On a mis en place, et c'est quand même assez récent, un observatoire des traitements, un observatoire du diagnostic. L'idée étant pas du tout de refaire tout ce qui a été impliqué, tout ce qui a été mis en place dernièrement. Donc on va partir de mesures très certainement qu'on va continuer dans le 4e plan, issues du 3e plan. On a vu qu'il y a encore des programmes d'éducation thérapeutique du patient à financer. Il y a encore des PNDS, on a vu, qui sont à construire. Il y a besoin de moyens pour ça. Et donc ça, on va continuer à accompagner à travers le futur 4e plan maladie rare des financements pour de l'ETP, pour des PNDS. Donc ça, c'est un vrai sujet. Pour construire ce 4e plan maladie rare, de la même façon qu'on a construit le 3e plan maladie rare, nous avons besoin d'avoir une évaluation de nos actions, de ce que l'on a fait. Donc depuis le mois d'avril, il y a des auditions par le Haut Conseil de la santé publique, l'HCERS également partie recherche. On a un premier rapport, nous, qui va arriver mi-octobre, de façon à pouvoir, en même temps qu'on a nos groupes de travail, sous-groupes de travail, pour construire les actions du 4e plan maladie rare, on aura aussi toute cette évaluation qui a été faite énormément par des entretiens depuis le mois d'avril pour pouvoir ajuster, réajuster ce qu'on a fait au 3e plan. Et c'est pour ça qu'on est assez attaché de toujours parler d'un plan. Ceux qui suivent le cancer savent que maintenant, on parle de stratégie décennale pour le cancer. Mais le plan, en fait, permet une dynamique tous les 5 ans de reposer les choses, d'évaluer de façon assez resserrée parce que 5 années, ça passe très vite. Je vais pouvoir aussi vous le dire par rapport à la labellisation avec un petit warning, c'est-à-dire que tous ceux qui sont labellisés, les anciens et les nouveaux, en fait, la dynamique, elle est constante. Il faut se dire que 5 années, notamment sur la recherche, ça passe très vite. Donc, il ne faut pas attendre pour pouvoir prospecter. Et donc, voilà un peu, nous, par rapport à l'évaluation du 3e plan maladie rare, le calendrier qu'on va avoir. On attend ce rapport final après pour la fin de l'année, mais on a déjà quand même des grandes lignes qui vont être données là très, très prochainement. Notre rêve, c'est de vraiment avoir une dynamique très rapide, de construire cette feuille de route en 4-5 mois, de ne pas attendre 1 an et demi avant le 4e plan maladie rare. On souhaite vraiment impulser cela. Donc, plus on aura de la matière, des remontées, plus on sera juste et ajusté par rapport à vos besoins. L'évaluation de ce 3e plan, on avait clairement à évaluer qu'est-ce que les retombées des actions qu'on a pu mettre dans le 3e plan sur le diagnostic et également sur la thérapeutique. Tout ce qui va être projet de recherche, ça c'était l'axe 5 et 6 du 3e plan maladie rare. Donc, c'était important de voir les programmes prioritaires de recherche, les cohortes qui ont été financées, comment on va les accompagner, quelles sont les avancées pour la recherche. Évidemment, le temps est trop court, mais c'est une première phase, je dirais, d'évaluation. Et puis ensuite, on a déjà parlé pas mal de l'Europe. C'est important de se projeter. Donc, on avait l'INSERM avec un plan européen recherche qui existe avec le European Joint Programme. L'INSERM maintenant est en train de construire la suite avec le Rare Disease Partnership qui correspondra avec un lancement qui arrivera avec le 4e plan maladie rare. Donc là aussi, on a à coordonner nos actions au niveau national et au niveau européen. Donc ça, c'est important. Et puis, on doit aussi réfléchir à tout ce qui est gouvernance. C'est important aussi d'avoir une forme d'agilité et pour vous à l'hôpital et pour nous au ministère. C'est un plan qui est interministériel. On a à travailler avec les différentes administrations centrales, dont la DGS pour tout ce qui va être médicaments. Et on a besoin, nous, Mission Maladie Rare, pour piloter ces actions du plan, d'avoir vraiment une fluidité, une action et le fait de pouvoir se reposer sur des bureaux, ce qu'on appelle métiers, dont c'est le métier directement, d'avoir le lien avec la NSM, la HS, etc. Donc ça demande cette dynamique. Par rapport aux enjeux, alors c'est simplement pour vous dire qu'il y a une lettre de mission qui a été signée. Nous avons nos 2 personnes qualifiées, donc on est très heureux d'être accompagnés par Agnès Linglard, qui vraiment maintenant en plus est présidente de la Société française de pédiatrie. On la connaît pour son engagement. Elle a aussi, ce qui était intéressant, c'est tout ce qui est au niveau universitaire, donc la partie formation, la partie également implication à l'international. Et donc pour toute la partie soins pour le pilotage du plan,
plan, on va vraiment, c'est Agnès qui va pouvoir coordonner ce travail-là. Donc on est vraiment très chanceux de l'avoir. Et puis on a un jeune chercheur assez disruptif, c'est le ministère de la Recherche qui nous a donné le nom de Guillaume Cano, qui est professeur de néphrologie, qui travaille beaucoup sur le repositionnement de molécules, mais des molécules récentes qui sont utilisées en oncologie, ce qui pose énormément de sujets à traiter vis-à-vis des industriels du médicament, parce qu'on n'est pas sur des molécules anciennes, etc., mais sur des molécules qui n'ont pas forcément terminé leur développement clinique pour la première indication. Donc, il y a tout un encadrement peut-être du risque pour pouvoir rassurer les industriels, parce qu'on a besoin qu'ils mettent à disposition ces molécules pour ces projets de recherche maladies rares, de la même manière qu'on retrouve ce sujet-là aussi pour des PHRC ou pour des projets de recherche clinique avec des molécules innovantes. On peut se retrouver aussi embêté et en difficulté pour pouvoir obtenir la molécule. Et ça, c'est par exemple un sujet qui va être embarqué dans le 4e plan maladies rares. Donc c'était, voilà, on a instauré une réunion toutes les semaines avec ces 2 personnes qualifiées, et ils vont organiser, parce que c'est vraiment eux, il y a une forme d'indépendance par rapport à nous, ministère. On a 4 thématiques avec un parcours de vie, un parcours de soins, où on embarque sur cette idée de parcours aussi le dépistage néonatal, parce qu'on s'inscrit dans une logique de parcours, puisque ça touche toutes les naissances et toutes les personnes qui vont avoir un enfant, qui vont accoucher. Donc on est vraiment dans quelque chose d'un parcours de soins. Donc on va impliquer le dépistage néonatal, parce qu'on a énormément de traitements, énormément de sujets qui arrivent sur ce volet-là. On a toute la partie diagnostic en gardant un lien important avec le plan France Médecine Génomique, l'avènement de cette médecine génomique et comment on dynamise, on travaille toujours mieux en articulation. Et on a un sujet autour de la phétopathologie qui est parfois en difficulté, et on a besoin de valoriser aussi tout ce qui va être action autour de la phétopathologie. Et puis la thérapeutique est essentielle. On sait qu'il y a encore trop peu de traitements. Il y a beaucoup de choses qui à voir. Donc on a vraiment le maintien des actions sur l'observatoire des traitements, et je pourrais te dire un petit mot. Et cet après-midi, vous aurez très certainement une très belle présentation faite par la Banque nationale des données maladies rares, et tous les enjeux autour de la collecte des données de santé. Et on a quelque chose qui a été peu développé dans le 3e plan maladies rares, mais il faut se poser la question de voir comment on embarque le sujet par rapport aux collections d'échantillons biologiques pour pouvoir un peu structurer cela, sachant que dans les hôpitaux, il y a toute une démarche avec les CRB, etc. Et comment on fait mieux le lien entre nos data maladies rares et des collections d'échantillons biologiques qu'on aurait dans les structures hospitalières pour ne pas louper quelque chose. Pour chaque groupe de travail, on aura une approche transversale. On ne veut pas avoir des groupes de travail que du soin, des groupes de travail que recherche. De la même manière qu'on a à la tête de nos centres de référence, de nos filières, des PUPH qui ont vraiment cette valence clinique et recherche, on pense que chaque action, chaque parcours, même dans le parcours de soins, on doit plus développer tout ce qui va être sciences humaines et sociales. On a aussi à accompagner ce type de recherche, à les développer, et donc à chaque fois d'avoir une approche transversale, soins, recherche nationale et Europe, et la question de la data aussi sur ces différentes thématiques qui sera aussi embarquée. Donc ces centres de référence maladies rares, c'est une slide que j'avais remise, que j'avais l'année dernière, mais qui est pour dire qu'on insiste dans ce 4e plan maladies rares sur la territorialité. L'année dernière, j'étais venue en insistant aussi sur ces territoires, sur le fait de dire il faut vraiment mailler le territoire. On voit qu'il y a encore quelques endroits où il faut pouvoir un peu étayer, et ce sera pour la prochaine labellisation, mais c'est vraiment de rendre plus lisible des parcours de diagnostic et cette approche territoriale. Donc c'est vraiment l'idée de soutenir les parcours des malades en proximité, et puis aussi, et on l'a vu avec l'intervention des associations de patients, c'est impliquer les associations. Elles sont nos aiguillons.
elles sont aussi, et pour nous au ministère également, des lanceurs d'alerte. Donc il faut vraiment prendre en compte, je dirais, leur point de vue. Et ce qui est assez intéressant par rapport à, dans la logique associative, c'est que vous allez avoir des personnes aussi qui, en étant engagées dans une association, elles se confrontent aussi au sein de l'association à des regards croisés, à des avis différents, qui peut permettre aussi de prendre du recul par rapport à sa propre expérience. Donc je suis une fervente convaincue du bénéfice, et pas que dans le soin. Il faut aussi impliquer les associations dans toute la partie recherche. On voit que pour des endpoints et pour des médicaments, il est important aussi de pouvoir prendre leur avis, parce qu'il y a des critères pour valider aussi des recherches médicamenteuses qui peuvent être vraiment très intéressantes, parce que issues de remontées du terrain et directement du patient. Pour nous appuyer pour cette territorialité, alors elles nous ont déjà beaucoup aidé pour cette labellisation. Vous avez eu des plateformes d'expertise maladies rares qui se sont mis en place avec le 3e plan maladies rares. Je tiens à souligner la première plateforme qui nous a donné l'idée, c'était le KB, Bicêtre. On sait que Agnès avait été très très active aussi pour lancer en 2014 cette plateforme d'expertise maladies rares de Paris-Saclay. Et en fait, on a déployé ce modèle dans l'ensemble du territoire, et puis 4 plateformes qui sont aussi en Outre-mer. Il faut vraiment voir cela comme quelque chose de complémentaire de nos filières de santé maladies rares. L'idée, c'est d'avoir une approche transversale au niveau des établissements. Et pour nous, c'est très utile parce que c'est aussi un canal pour pouvoir aider. J'ai entendu, et ça fait longtemps, et vous avez raison, comment on fait pour aider les centres de compétences maladies rares. Donc on avait eu une présentation, on a su que la filière Respifil pour la labellisation avait aidé en ARC et Tech, et avait vraiment été pour aider les centres de compétences maladies rares. Donc sachez que les chiffres seront transmis aux copies des filières mi-octobre, mais sachez qu'on a décidé là pour la 2e circulaire, donc ça veut dire que c'est des financements qui vont arriver là au mois d'octobre. On a décidé de financer des postes d'Arc et Tech sur ces plateformes d'expertise maladies rares, avec en priorité un soutien pour les centres de compétences maladies rares qui n'ont pas de financement. Et parallèlement à ça, on va financer les filières de santé maladies rares aussi avec des ressources supplémentaires pour pouvoir aussi déployer des architectes sur le terrain. Et je pense que c'est important de pouvoir vraiment vous soutenir et vous aider concrètement. C'est quelque chose que vous avez demandé depuis longtemps, et on essaye de vous accompagner aussi sur ce volet-là. Pour les chiffres de la labellisation, sachez qu'on a eu, on se posait la question, on ne savait pas si, compte tenu des tensions hospitalières et des difficultés que vous avez à vivre dans les recrutements, dans vos actions, on ne savait pas si l'appel à projet et la labellisation auraient du succès. En fait, on a eu 44% de dossiers en plus soumis pour la labellisation. Donc il y a eu un très très gros travail de nos relecteurs. On a eu des trios santé, recherche et parcours de soins qui ont évalué tous les dossiers. Il y avait des grilles. Et ensuite on a eu un jury fin janvier qui a vraiment décortiqué chaque sujet. On pouvait en direct aller voir directement les projets de recherche. On a pu revoir chaque évaluation faite par ce trio, parce qu'il fallait aussi être le plus équitable possible en fonction des personnalités de chacun. Eh bien, un membre de ce trio, plutôt recherche, plutôt soins, pouvait être peut-être parfois un peu stringent par rapport à un autre groupe. Donc, c'était important aussi de revoir toutes les évaluations. Un gros travail a été fait. Il y a eu ensuite un retour vers les filières de santé maladies rares fin mars, de façon à pouvoir bien voir avec elles, bien donner les premiers résultats et faire un peu appel. On a une espèce de commission, un peu de relecture pour pouvoir voir si certains dossiers ne pouvaient pas être revus. Et donc, c'est à l'issue de tout ce travail qu'on a pu, fin mai, avoir une validation par le cabinet. Et dans la dernière partie, le dernier enjeu, c'est qu'on avait ensuite
1800 centres de compétences où il a fallu aussi faire une validation par les 23 filières. Donc ça prend du temps, on est désolé pour ce temps, mais au moins assez rapidement quand même on a pu vous dire, et par les filières, qui était labellisé. Il faut savoir qu'il y a des nouveaux centres coordonnateurs dans certaines filières, donc je vous ai mis les nouvelles dimensions. Certains étaient là déjà à la première labellisation, mais ont changé un petit peu leur périmètre, ce qui est le cas de Yvesville pour le premier centre paradigme pour le CMA lié au placenta des grossesses monocoriales. Mais voilà, donc vous avez un peu la nouvelle dimension. Et puis, par rapport au timing, donc je vous ai déjà dit qu'on a eu beaucoup d'allers-retours avec les filières. On a un dernier comité de suivi de labellisation exceptionnel le 2 octobre parce que déjà en un an, on a soit des médecins qui sont partis pour certains au Luxembourg, pour certains en retraite. Et donc, on a déjà un arrêté de labellisation qui ne serait pas juste par rapport aux données qu'on a eues dans le dossier de labellisation. Donc, on a dû réinterroger les filières là-dessus. Et donc, elles nous ont renvoyé pour certaines filières. Il n'y a pas énormément de centres, mais il y en a quand même. Donc, c'est à l'issue de ce CSL exceptionnel qu'on aura exactement le dimensionnement pour faire cet arrêté de labellisation qui va sortir ensuite très, très vite à l'automne. Donc voilà ce qui est important. Il faut savoir que le financement est prévu dans la première circulaire, donc arrivera très rapidement. Nous, on attend les derniers arbitrages par rapport à l'ONDAM 2024, à l'enveloppe, parce que c'est important d'accompagner cette augmentation de 28%, notre augmentation de notre enveloppe de 28%. L'idée n'étant pas du tout de fragiliser les anciens centres avec une dotation qui serait moins importante. Donc ça, c'est aussi, on s'y est engagé et donc on a déjà alerté le cabinet là-dessus, donc c'est important pour vous et de façon concomitante pour nous ce sera vraiment symbolique de cette nouvelle labellisation avec les nouveaux centres. Donc là je vais aller très vite, mais c'était simplement, puisque tout a été présenté, c'était simplement pour montrer la dynamique et justement la partie dissémination et vraiment le fait que vous soyez maintenant coordonnés de façon complètement sur l'Hexagone et également en Outre-mer, on a des centres de compétences. Donc voilà pour le précédent centre par rapport au centre de référence de l'hypertension pulmonaire. On a ensuite les centres de référence des maladies pulmonaires rares de l'adulte. Donc vous voyez ces informations que vous avez eues tout à l'heure, moi aussi elles sont sur mes slides, donc c'est pour vous dire que c'est du sérieux entre nous, c'est solide. Donc il n'y a pas de souci, vraiment rassurez-vous, il n'y aura pas quelque chose qui ferait que les bonnes informations et les bonnes nouvelles ne seraient pas là. Donc voilà un peu le paysage. Donc là pour les centres de référence maladies pulmonaires rares de l'adulte, le centre de référence des maladies respiratoires rares, donc on voit aussi le développement. Donc un grand merci. Ça a été presque un sans faute, juste un petit warning, puisque ça a été, il faut le savoir, la partie stringente pour ne pas accepter un centre de référence constitutif ou coordonnateur, mais enfin là c'était des constitutifs, c'est vraiment sur la recherche. Le point de vigilance, c'est vraiment sur les projets, c'est le plus difficile à atteindre. C'est le projet d'être PI, mais avec l'idée d'un PI qui n'est pas le recrutement au niveau de l'établissement, mais PI d'un projet national. Et on avait des dates, c'était entre 2018 et 2022, ou 2017 et 2022. Et ça, c'était important aussi. On a malheureusement des dossiers où les projets étaient bien antérieurs, mais vraiment très antérieurs, et qui ne correspondaient pas aussi parfois à la maladie rare, qui était pour des maladies chroniques fréquentes, mais pas la maladie rare. Donc ça, c'était aussi un autre point pour le fait que le dossier ne pouvait ne pas passer. Donc pour ceux qui sont déçus et qui voudraient candidater pour la prochaine labellisation, vraiment j'invite la filière, parce que la filière a un rôle aussi d'accompagnement, le CRMR coordonnateur aussi de répartir, parce que vous avez certains centres qui ont beaucoup de projets. Et voilà, il y a peut-être l'idée d'embarquer aussi ceux qui sont
un peu plus en retrait et de les soutenir dans cette activité. Donc ça, c'était important de le signaler. Et puis, vous avez aussi, c'est important de souligner dans ce maillage, on voit Besançon, Angers, Nantes, Angers, Saint-Joseph, donc là, c'est pour Paris, Cochin, la Guadeloupe, la Martinique, Amiens et la Réunion. Vous avez aussi l'arrivée chez Respisfil de nouveaux centres de compétences. Donc, bravo à ces nouveaux venus qui vont un peu apprendre, être mis dans le bain du côté codage, pyramide. Donc, on espère les aider le plus possible pour pouvoir se former à ça et à Bamara. Mais c'est important parce que on veut avoir des données structurées. C'est des données collectées dans le soin. On sait bien que ce n'est pas le registre de la mucose, c'est pas un registre recherche, mais l'idée c'est de pouvoir avoir au moins savoir où sont les patients, avoir une bonne information et visibilité. Donc voilà ce qu'on va embarquer dans le groupe diagnostic. On va continuer sur l'observatoire du diagnostic, le lien avec la médecine génomique, la phytopathologie et les CPDPN. On a vraiment quelque chose à faire aussi sur cet enjeu-là. Et puis les laboratoires de biologie médicale, comment on les implique. Donc ça, c'était toute la partie diagnostique, c'était l'axe 1, réduire l'impasse diagnostique au niveau du plan. Donc on a beaucoup travaillé sur des guides de codage, de façon aussi de rentrer de la même façon la description phénotypique du patient. C'est aussi important que ce soit fait de la même façon. Donc il y a eu toute une partie formation. Je sais que la filière a été très active aussi sur ces guides de codage. On a aussi tout un tableau de bord annuel avec une réunion sur l'observatoire du diagnostic qu'on a chaque année. Et puis l'idée, c'est d'être en amont et en aval du plan France Médecine Génomique. On doit s'articuler avec ces deux plateformes Sequoia et Oragène, sachant qu'il y a des préindications dans 22 filières de santé maladies rares sur les 23 qui existent. Donc comment on fait les RCP d'aval pour les préindications, comment on fait les rendus de résultats, comment on fait pour, quand on n'a pas trouvé de résultats, pour pouvoir réinterroger ces patients en impasse de diagnostic. Tous ces sujets seront forcément embarqués encore dans le 4e plan maladies rares. On a construit avec la BNDMR et avec la filière Handirart, qui est la filière des généticiens, un set de données aussi minimum génomique qui sera utile pour les préindications. Et donc on a aussi tout un axe qui a été porté par la loi de bioéthique de 2021 qui donne une place aussi plus importante aux conseillers en génétique qui sont vraiment là pour soutenir ces activités de diagnostic. Et puis tout un travail aussi autour des données incidentes, parce que c'est un sujet qui a été embarqué aussi dans cette loi de bioéthique. Par rapport à l'innovation et les traitements, simplement, vous aurez une présentation bien plus complète, mais on a tout ce sujet des appariements avec le système national des données de santé, donc c'est absolument essentiel de pouvoir faire ces appariements. On a déjà eu des travaux très utiles faits dans ce sens-là, avec la BNDMR et le SNDS, donc on va continuer dans ce sens. On est vraiment aussi sur l'idée d'une logique de collecte de données en vie réelle pour nos traitements innovants. Donc on a travaillé étroitement avec la HAS et donc on voit vraiment ce lien pour mieux connaître les parcours de vie et des soins. Par exemple, on a une filière qui s'interroge et qui travaille, c'est la filière FAI2R, donc les maladies auto-immunes, pour pouvoir voir quel est le parcours pour la personne qui a été diagnostiquée, de pouvoir remonter par rapport aux données du SNIRAM et les données médicamenteuses et pour savoir quel a été le parcours de ce patient avant son diagnostic par rapport au traitement qu'il aurait pu avoir pendant tout ce temps d'errance de diagnostic. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir peut-être des lanceurs d'alerte ou des médicaments qui appellent à se dire « Ah, mais si on a ce type d'association de médicaments, peut-être qu'on est dans le champ d'une maladie rare. » Et donc, voilà un exemple de connexion avec le système national des données de santé qui peut être intéressant pour nous, maladies rares. On a donc aussi l'idée vous avez entendu parler du Health Data Hub. On a ensuite au niveau européen le développement d'une plateforme européenne des données de santé. Donc évidemment, on doit être en lien avec ces systèmes-là. Si on ne veut pas perdre quelque chose, il faut rester dans cette dynamique. Donc la BNDMR travaille dans ce sens-là. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure du set de données minimum traitement. Vous allez vraiment avoir une présentation intéressante,
mais en fait, c'est parti des cartes Essel, c'est parti de mes collègues au ministère qui avaient fait un registre pour suivre les patients qui bénéficiaient de cartes Essel. En fait, c'était un document qui est très simple, qui n'a pas beaucoup d'items à remplir. Leur souci, c'était l'exhaustivité. Le souci, c'est que les données ne sont pas remplies et ne sont pas rentrées, donc il y a un vrai problème. Et donc, avec Barbara, on bénéficie d'un système qui est déjà implémenté avec des accords et des conventions entre tous les établissements où il y a des centres de référence maladies rares et la PHP. Et donc, on a vraiment un lien avec quelque chose qui fonctionne. Et donc, l'idée, ça a été de pouvoir proposer quand il y a besoin. Ce ne sera pas pour tous les traitements que vous donnez, heureusement. On ne vous impose pas du tout ça. Mais quand il y a un traitement d'intérêt, traitement innovant, si on a besoin de remplir ce fameux protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil de données, le PUTRD, eh bien, on a la chance à la HAS et à la commission de transparence d'avoir Pierre Cochat maintenant qui est à la tête et qui connaît bien nos maladies rares. Je pense qu'on a bénéficié du soutien du président de la commission de transparence pour qu'on construise ce PUTRD qui sera utilisé pour les maladies rares, pour pouvoir vous faciliter la vie quand il y aura besoin pour un traitement innovant de suivre ces données. Ce mécanisme pourra aussi être utilisé pour l'accès compassionnel et pour pouvoir voir également le bénéfice d'un traitement et avoir un recueil systématisé pour avoir un meilleur suivi des patients suivis. Et puis ça, c'est un rêve. C'est quelque chose qu'on souhaite porter dans le PNMR4, le développement d'une application mobile toujours en lien avec la BNDMR, pour pouvoir faire des PRO, des Patient Reported Outcomes, et pour pouvoir aussi avoir des collectes de données en vie réelle issues de données de patients. Donc ça, c'est le futur, mais c'est une première brique. Et évidemment, on associera tout le monde et les groupes de travail associeront tous les partenaires pour pouvoir construire ces actions. Donc vous voyez qu'un plan maladie rare, c'est énormément de coordination. Et là où je vous remercie, c'est qu'un plan maladie rare ne fonctionne bien que si à la base les centres de référence et les centres de compétences, c'est vraiment le noyau pour nous essentiel. Les filières vont coordonner, mais ce qui est important, c'est la personne malade, les aidants, qui les voient. Et donc, c'est vraiment ce travail avec les cliniciens. Et donc, les maladies rares, on a la chance d'avoir une communauté qui est vraiment très resserrée, soit en recherche, association, et je crois qu'il faut continuer dans ce sens-là. Donc, nous, en tous les cas, au ministère, on est là pour vous accompagner en toute transparence, en tout dynamisme, en toute honnêteté, pour pouvoir aussi nous adapter à vos besoins et à ce qu'il faut sur le terrain. Donc, une première pierre pour cette année avec des compléments architectes. Il faut savoir que ça devrait faire entre, je crois, on a calculé, rien que pour les plateformes, on est à peu près à un déploiement qui sera autour d'une centaine d'architectes. Et ensuite, avec les filières, ce sera également, je dirais, une quarantaine ou une cinquantaine en plus. Donc, c'est une enveloppe très conséquente pour vous accompagner pour les centres de compétences maladies rares en priorité, qui n'ont pas de financement. Merci beaucoup. Question pour Anne-Sophie Lapointe. Je vais commencer. Donc, tu as beaucoup parlé de l'organisation des soins, etc. Tu as parlé des nouveaux centres, des centres qui avaient postulé, et tu as parlé de la recherche. Donc, insistant sur l'implication dans la recherche, essayant de regrouper les jeunes pour qu'ils puissent investir ce domaine-là. Quelle est l'articulation maladies rares avec le ministère de la Recherche et de l'Innovation? Alors, l'implication, elle est déjà concrète. On voit que vous avez vos réunions tous les mensuels avec les centres de référence, la filière, le centre coordonnateur. Il faut savoir que déjà tous les mois, moi j'ai une réunion avec le ministère de la Recherche de coordination des actions du plan. Donc le ministère de la Recherche avait, et c'est la DGRI à la recherche, pilote les deux axes, axe 5 et axe 6 du troisième plan maladies rares. Et donc
donc, on a des ajustements en permanence parce qu'en plus, par exemple, l'appel à projet de la labellisation était signé par les deux DG, DGOS et DGRI. Ensuite, l'arrêté de labellisation est signé par les deux ministres. Donc, c'est vraiment très important parce qu'on est un plan qui n'est pas que soins, c'est un plan qui est soins et recherche. Après, ils ont aussi leur propre mécanisme parce que derrière, c'est des financements. Sur toute la partie recherche, ils vont chercher une enveloppe de financement de la recherche. Je sais qu'ils travaillent, ils sont très bien positionnés, ils travaillent beaucoup dans tout ce qui va être France 2030. Aussi, où pour la recherche, il peut y avoir des moyens et ils embarquent, ils travaillent sur ce sujet-là pour le prochain plan maladie rare, pour avoir une enveloppe recherche dédiée grâce à tous les financements qui sont issus de France 2030 sur la partie santé. Donc ça, c'est aussi important et donc en permanence, on s'ajuste et puis aussi, ils me permettent par exemple ils ont aussi une chargée de mission qui est centre de référence, Véronique Pakis, qui est là depuis longtemps et qui a aussi un rôle au ministère de la Recherche pour la partie maladies rares. Donc c'est mon interlocutrice, je dirais mon binôme. Et c'est aussi intéressant parce qu'elle va me faire remonter, elle est aussi laboratoire de diagnostic. Il y a toute la problématique des labos, on le voit vraiment. Tout l'accompagnement aussi de changement, mais aussi d'accompagnement financier. Comment on fait pour accompagner les labos de diagnostic dans les hôpitaux? C'est un vrai enjeu. Et là, elle est aussi pour moi quelqu'un qui va m'alerter, faire remonter des problématiques. Donc on est en dialogue constant et vraiment très très proche. Merci. Jacques? Merci en tout cas pour le projet ARC pour les centres de compétences. J'étais sur la même ligne qu'Annick sur quelles sont les relations de ces plans maladies rares avec l'industrie, notamment les industriels et laboratoires. Nous avons vu quelques exemples de rachats de start-up, voire de recherche universitaire qui après avaient une vie financière très différente du début. C'est une très bonne question. On a, je dis pas ça parce que tu es mon frère, quand même, pour la petite parenthèse du lien d'intérêt. Jacques, c'est une très bonne question. Dans notre référent recherche là, de la personne qualifiée, on l'a appelé recherche, enfin Guillaume, aura une double casquette recherche et innovation. Et lui, ce qu'il embarque, le sujet, sa problématique, c'était vraiment une problématique industrielle, de repositionnement de molécules, de travailler avec le LEM, de voir comment faire bouger les lignes là-dessus. Et donc c'est un vrai sujet. Et donc nous, on souhaite, avec Véronique Pakis et avec le ministère de la Recherche, qu'en fait ce soit un plan qui soit interministériel, mais avec en plus l'industrie. On veut embarquer ce qu'on appelle la DGE, la Direction Générale des Entreprises, parce que derrière, en fait, c'est Bercy, et Bercy a repris aussi toute la partie innovation. Donc, c'est aussi toute la partie financement, d'accompagnement. Et si on veut développer peut-être dans ce 4e plan maladies rares une filière aussi pharmaceutique française, il y a des sujets de thérapie génique, de fabrication de vecteurs pour de la thérapie génique, des choses comme ça, en lien avec des pharmacies hospitalières qui parfois peuvent être vraiment très force de proposition, qui peuvent aussi travailler sur le développement de molécules. Donc il y a aussi tous ces enjeux-là à faire. Et donc la DGE, on a déjà eu une réunion au mois de juillet et on souhaite vraiment qu'elle soit associée dans nos groupes de travail. Et ils nous ont pas dit non, au contraire, ils étaient tout à fait partants pour travailler là-dessus. Donc c'est une très bonne question. Je pense qu'il faut évidemment travailler avec les industriels pour ce 4e plan maladies rares. Merci de votre soutien aux maladies rares, enfin de vos actions pour les maladies rares et de votre présentation. Sur une de vos diapositives, il y avait réforme de la part variable. Je pense qu'un certain nombre de centres déjà financés se posent des questions sur les financements à venir. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet aspect? Alors, j'ai expliqué que effectivement, sur la part fixe, on ne va pas changer. Jusqu'à maintenant, on est à peu près sur une part fixe qui fait 50% de l'enveloppe totale et la part variable représente en grosso modo 50%.
Nous, on souhaite avoir une mesure supplémentaire qui accompagne l'augmentation de 28%. Donc ça veut dire quand même, on doit aller chercher 44 millions d'euros quand même pour l'année prochaine à l'ONDAM, pour pouvoir accompagner cette augmentation de l'enveloppe, pour pouvoir garder les mêmes niveaux et les mêmes seuils. Donc dans cette part variable, on a une nouvelle modélisation. C'est mon collègue qui a travaillé là-dessus pour un groupe de travail où on mettra plus le sujet, l'accent sur les RCP. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les RCP, c'était oui-non en gros. Et si vous disiez oui, et 99% des gens disaient qu'ils faisaient des RCP, tout le monde était à la même enseigne. Mais entre faire 4 RCP dans l'année ou en coordonner 40, c'est quand même pas la même chose. Et donc, on va avoir des variables d'ajustement aussi dans cette fameuse part variable sur les RCP. On a aussi la partie DU aussi, le fait de coordonner un diplôme universitaire. C'est quelque chose qui aura une valorisation dans votre part variable. Et puis, on a comme ça plusieurs items. Et pour la partie activité, eh bien, on a toujours cette activité. Il faut savoir qu'ensuite, l'enveloppe est fermée. Et donc, parfois, on peut, parce qu'on a des questions de certains de vos centres, en disant, mais cette année, j'ai eu plus d'activités ou j'ai eu plus de publications. Et pourtant, le financement de mon centre n'a pas changé. Et en fait, c'est parce que l'enveloppe étant fermée, il peut y avoir aussi d'autres collègues qui ont fait plus d'activités, plus de recherches, plus de publications. On voit que la labellisation a quand même donné une très grande dynamique. Donc, ça va jouer aussi, en fait, à l'intérieur de cette enveloppe. Donc, il peut y avoir des modifications, mais globalement, c'est quand même pas des grosses surprises. Et nous, on est attentifs chaque année à ce qu'il y ait des seuils respectés s'il y a des changements. Et si on voit un trop gros gap, on va contacter le centre. On va essayer de comprendre pourquoi il y a eu un tel arrêt dans la dynamique, etc. Donc, on a ce travail. On aura de toutes les manières aussi une réflexion pour les 3. On a parlé des MIG aussi qui sont pour la SLA, la muco et puis les maladies hémorragiques. Elles ont des MIG spécifiques et on va aussi avoir tout un travail avec elles pour pouvoir en fait que la part variable soit la plus juste possible et reflète vraiment votre travail et mette en avant, on a aussi la partie recherche avec les SIGAPS, mais vraiment valorise vos actions. Donc c'est pour ça qu'on a revu pour l'année prochaine cette fameuse modélisation autour de la part variable. Mais je ne peux pas encore vous donner les montants puisque ça dépendra de... En revanche, ce que l'on dit à plusieurs fois, et on le dit en fait aux plateformes d'expertise maladie rare, ceux qui sont nouveaux, moi je vous invite quand même à travailler déjà avec vos directions, et nous les directions on les a alertés quand même dans ce sens-là. On sait quand même, il y a déjà toute la part fixe qui pour le coup, elle sera là. Et c'est quand même des montants qui ne sont pas anodins, c'est entre 120 000 130 000 euros quand même. Donc c'est une somme qui permet déjà peut-être de réfléchir à la fiche de poste du chef de projet ou de la partie qui pourra coordonner le centre, etc. Et donc il y a déjà des choses qui peuvent, à mon avis, s'enclencher le plus tôt possible. Et il faut vraiment le faire au plus tôt possible pour pouvoir être prêt quand vous aurez votre financement à avoir déjà la personne qui peut... Parce que, je le redis, 5 ans, ça passe vite. Et donc, si vous voulez vraiment avoir cette dynamique, il faut vraiment... Et nous, c'est ce qu'on dit aux directions hospitalières. C'est-à-dire que si elles sont ravies d'avoir une très bonne labellisation et de compter sur vous, mais s'ils veulent que dans 5 ans, les centres labellisés continuent à être labellisés, il faut qu'ils soutiennent les centres en moyens humains et financiers, parce que sinon le centre n'aura aucun intérêt à travailler plus avec les mêmes moyens. Oui, Marc. Merci, merci encore pour la présentation. C'est vraiment formidable d'avoir des réunions concrètes avec des informations précises. Je voulais souligner ma satisfaction de voir Agnès Linglard et Guillaume Cano qui sont des bonnes incarnations de spécialistes de maladies rares totalement impliqués. Donc vraiment, c'est un choix formidable. Et pour l'innovation, je voulais insister sur le fait que dans Pulmotension, il y a de l'innovation médicale, il y a de l'innovation de base avec des sciences fondamentales. Et Christophe Guignabert, au niveau de l'unité INSERM 999, représente bien ça avec David et Fabrice Antini. Mais il y a aussi des innovateurs chirurgiens.
Et je pense que certains d'entre vous savent DM. qu'il y a une volonté de faire de la chirurgie du futur au niveau de l'INSERM. Et il y a 3 RHU au niveau du CRMR pulmotension, ce qui est très rare. 3 RHU, ça veut dire 3 programmes de recherche avec plusieurs millions d'euros. L'un, c'est sur la mise en place d'un poumon bioartificiel avec des industriels, des spécialistes et des chirurgiens. Donc vraiment, ça c'est une solution peut-être pour une alternative à la transplantation. Il y a un RHU sur des stratégies de prise en charge de l'hypertension pulmonaire thrombembolique chronique, n'opposant pas les médicaments aux interventions, mais les associant, avec en plus de l'innovation en imagerie. Donc ça, vraiment tout ce que l'on veut faire. Et là, le troisième, c'est la chirurgie guidée par l'image. Et tout ça avec des industriels. C'est pour ça que la question de Jacques était excellente. Les industriels doivent être avec nous, mais ils doivent être aussi prêts à partager. Et on doit parler d'égal à égal. Mais tu vois, Marc, moi je serais très fanat, parce que je le sens, mais j'ai pas d'écrit, j'ai rien. Si vraiment je pouvais avoir une fiche, quelque chose bien structuré là-dessus, ça c'est un très bon exemple, pulmotension. Vraiment, ça alimente notre travail. Donc, si tu peux nous envoyer des billes là-dessus, moi je suis très partante. Je le ferai dans l'avion. Ouais, très bien. Eh ben, c'est pas où tu veux, mais je le ferai dans l'avion. Je regarde pas les films. Et l'autre chose, c'est que je pense que la caractéristique d'avoir des chirurgiens en charge d'un centre constitutif, je crois que c'est pas le cas partout. Non. Il faut les remuer. C'est encore une fois, il faut leur dire que c'est pas le chirurgien. Le dieu. Et c'est des chirurgiens qui participent. Et je pense que vous devriez y réfléchir dans les autres filières. Oui. Oh, ça existe. On a des filières qui sont quand même chirurgie. Neurosphinx, ça sont des chirurgiens. Tête cou aussi. Oui. Juste une question, Annick. Je suis là, à droite. Oui, Association. Bonjour Anne-Sophie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Colette et Héloïse, l'association Vaincre la papillomatose respiratoire récurrente. On est à Respifil, donc pour les complications pulmonaires. Je crois que c'est la première fois qu'on voit apparaître les entreprises pharmaceutiques dans un PNMR. Jusqu'à présent, au niveau des associations, il y a deux grands types d'associations. Celles qui acceptent des financements laboratoires pour diverses raisons. Et puis d'autres qui, comme nous, on a toujours été très prudents, peut-être trop, de façon à protéger notre liberté quand on est interrogé par divers organismes. Et je vais prendre l'exemple, par exemple, du vaccin contre les papillomavirus. Là, on pouvait affirmer clairement qu'on n'avait rien de MSD qui est là. Alors, au niveau association, même si on est tout petit, en ce moment, on est approché par plusieurs firmes pharmaceutiques, étrangères pour la plupart. Enfin, si, les 3 sont étrangères. On a du mal, nous, à se positionner dans la réponse. Est-ce qu'on va avoir un espèce de guide-fil? Est-ce qu'on va avoir quelque chose pour nous aider à nous positionner face à des propositions honnêtes, c'est pas... Non. Colette, je pense que c'est un sujet à faire remonter à l'Alliance Maladies Rares. La présidente de l'Alliance Maladies Rares est pharmacien, donc elle connaît très très bien le sujet. Dans ma précédente vie, c'était un sujet d'attention que j'avais, ce lien avec les industriels et le fait d'être justement à une juste distance, mais pas forcément tout refuser. L'idée, c'était de voir, tu as des règles de l'EFPIA, qui est l'équivalent du LEM européen, un peu qu'on peut trouver, qui sont assez intéressantes. Il y a effectivement une liberté dans le sens où il faut avoir des financements qui puissent être parfois en plus, mais c'est pas quelque chose qui devrait impacter le fonctionnement de l'association. Il ne faut pas que l'association tourne avec 100% de financement industriel, parce que là, ça pose un problème, effectivement, dans la représentativité. Donc, il faut être vigilant. Après, les industriels, on en a besoin, et ils étaient déjà dans le 3e plan, dans l'axe 5 et 6, surtout le 6, le LEM était cité. L'idée, c'est aussi de travailler, effectivement, ils produisent des médicaments ou des dispositifs médicaux, c'est quand même, on en a besoin. Donc,
je veux dire, par exemple, le ministère, nous on finance les centres de référence et on n'a pas vocation à intervenir dans l'organisation du centre et à leur dire vous devez faire ci, vous devez faire ça. Il y a une autonomie qui se fait. Et donc ce qu'il faut et ce qui est important, c'est de garder l'autonomie de l'association vis-à-vis de l'industriel et que l'industriel n'a pas à dicter ce que l'association doit faire. Et l'association doit aussi être vigilante à ne pas être instrumentalisée. Et ça aussi, c'est un point important. Il faut être solide. Et c'est vrai que ce que tu demandes, je trouve que l'Alliance pourrait vraiment avoir peut-être une note sur le sujet pour pouvoir vous accompagner sur ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, ce qui est admissible. Parce que parfois, c'est intéressant, de la même manière qu'on veut impliquer les associations dans les filières et dans les centres, c'est parce que c'est pour donner de la cohérence. Et quand il y a des financements pour construire des programmes. À l'époque, quand on n'avait pas les moyens du 3e plan pour financer des programmes ETP, quand il y avait des traitements, eh bien, il pouvait y avoir des financements industriels parce que c'était le seul moyen de pouvoir avoir un programme d'éducation thérapeutique du patient dans les maladies rares. Mais après, l'industriel ne participait pas à la construction du programme ETP et il y avait vraiment une cloison étanche, je dirais. Donc, je pense qu'il faut être aussi vigilant là-dessus dans la façon de faire ensuite, de mettre en place les actions. Ok, donc on va se tourner vers l'Alliance parce que oui, je pense que qu'au c'est un niveau sujet associatif, on a très vraiment important. besoin Oui. de bien fixer les limites. Oui. Et sinon, je fais confiance à tout ce qui est PNMR, centre de référence et centre de compétences. Pas de souci. Merci, Anne-Sophie. Dernière question. Oui, on baigne tous un peu dans la transition là, enfant-adulte. Et puis, du coup, il se pose aussi certaines questions sur d'éventuels essais cliniques. Vous avez abordé justement le point sur le soin et la recherche avec la participation des associations. Mais là encore, comment on se positionne, nous? Parce que moi, dans les objets de l'AFPI, ce n'est pas forcément des données que j'avais il y a plus de 10 ans en arrière. C'est-à-dire, comment on se positionne par rapport à la recherche, de oui, pas être par que dans rapport le à soin. tout ce qui est fondamental, justement. Enfin, moi, je me suis posé la question si j'allais pas rajouter dans les objets de l'article L'émission de l'association. Voilà, l'émission de l'association. Est-ce que nous, on a un rôle à jouer, justement, parce que moi, j'ai aussi des témoignages là-dessus. Comment je le filtre derrière Eh ben, enfin, l'exemple, il y a beaucoup d'associations quand même qui développent cette partie recherche, soit parce qu'elles financent des projets et qu'elles ont un comité scientifique avec toutes les personnes ad hoc qui vont évaluer les dossiers avec une méthodologie bien rigoureuse, comme une méthodologie de recherche. Donc ça, beaucoup d'associations sont impliquées dans le financement, mais aussi quand il y a des liens étroits avec les cliniciens, dans les échanges. Je pense quand il y a des cohortes qui se construisent, quand il y a des items d'intérêt à prendre en compte, c'est toujours intéressant d'avoir la vision de l'association et d'être sûr de ne pas avoir raté un item qui est essentiel. On va parler de plus en plus quand même d'items de qualité de vie, de la douleur, des choses comme ça qui sont importants, même par rapport à des développements de traitement et de voir sur le long terme en quoi ça améliore la qualité de vie. Et c'est des sujets qui sont vraiment à mettre en haut. Et je pense que l'association de patients et les malades, ces patients, elle a la ressource pour pouvoir peut-être faire ressortir des sujets qu'on n'avait pas forcément, qu'on avait un peu mésestimés et pas vus. Donc il y a un vrai engagement aussi du côté associatif par rapport aux données, aux data, aux essais cliniques, une aide au recrutement. Ça, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Les associations, elles savent où sont les malades. Parfois, c'est un vrai soutien aussi quand il y a un essai clinique pour pouvoir alerter, informer et faire comprendre pourquoi cet essai clinique est intéressant. Donc, c'est vraiment un partenariat à construire avec le centre quand il y a ces développements de médicaments.